20h, 21h, France Info, les informés, Jérôme Cadet. Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info. 1 heure de débat sur l'actualité. Vous êtes avec nous sur France Info à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. On va parler ce soir de la nouvelle baisse du chômage en novembre. Forte baisse, de quoi donner des regrets à François Hollande? On se posera la question. L'inscription sur les listes électorales, plus qu'une semaine si vous voulez voter à la présidentielle. Mais au fond, pourquoi faut-il absolument aller voter? Les tensions entre Chinois et Américains, la colère d'Israël après le vote de l'ONU sur la colonisation, et puis l'exploit de Thomas Coville, un tour du monde en moins de 50 jours. Que penser de cette chasse au record et est-ce que cet exploit va au-delà du sport? On se posera la question. Eux peuvent très bien faire le tour du monde en moins de 50 jours, mais pas seuls et pas sur un bateau. En tout cas, s'il vous plaît, n'essayez pas. Les informés du soir. Rachel Binas, bonsoir. Bonsoir. De Valeurs Actuelles. Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris. Alexis Poulain, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur du site d'info lemondemoderne.media. Et Franck Tapiro, bonsoir. Bonsoir. Publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit. C'est une première depuis la crise de 2008. Un troisième mois de baisse consécutive du chômage en France, moins 0,9% au mois de novembre si l'on regarde uniquement la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé. 3 447 000 personnes dans cette catégorie. C'est une baisse qui va au-delà des 3% dans cette catégorie A si on regarde les 3 derniers mois, ce dont s'est réjoui ce soir l'homme qui avait lié sa candidature à la baisse du chômage, à l'inversion de la courbe avant de se raviser le 1er décembre, François Hollande. La première cause de cette baisse, c'est la croissance qui est revenue. C'est l'activité des entreprises. On ne crée pas d'emploi s'il n'y a pas de croissance et d'activité. Ce résultat, c'est plus de 130 000 demandeurs d'emploi en moins depuis le début de l'année, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, je crois depuis 2008. Et il y a là l'accumulation de tous les dispositifs et d'une confiance qui est revenue, les entreprises pouvant savoir que grand nombre de ces mécanismes sont pérennisés. François Hollande en déplacement dans une entreprise de Taverny dans le Val d'Oise. Avant de se demander si cette baisse doit corriger ou pas le jugement qu'on porte sur le bilan de François Hollande, est-ce que vous êtes tous d'accord pour parler d'amélioration? Parce que quand on regarde les catégories B et C, l'emploi précaire, là, ça augmente sur les 3 derniers mois. D'abord sur le constat. Rachel Binas. Sur le constat, non. Non, du tout, parce qu'en fait, comme vous l'avez expliqué, tout dépend des catégories que l'on regarde. Si on se consacre, par exemple, aux catégories B et C, on voit à 3 mois ou même à 1 an qu'il y a une hausse soit de 0,3%, soit 1,8%. Puis il faut regarder aussi à l'intérieur les seniors, les jeunes. Donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Tous d'accord sur ces nuances à apporter? Oui, il y a une augmentation des catégories B et C, c'est-à-dire du sous-emploi, de la précarité. Vous avez aussi une hausse des formations donc, qui permet de baisser le nombre de personnes en situation de chômage. Ça, c'est la catégorie D. La catégorie D. Donc globalement, la situation, elle reste extrêmement dramatique. Moi, je pense à toutes celles et ceux qui sont au chômage et qui ont dû passer les fêtes dans cette situation-là, avec toute l'angoisse. Et surtout, on sait que la situation risque bien de s'aggraver à partir de la rentrée, car vous allez avoir l'application de la loi travail qui va faciliter les licenciements dès que vous avez une baisse d'activité dans bon nombre d'entreprises. Mais ça va mieux, nous dit François Hollande, en filigrane, dans ce qu'on vient d'entendre. J'y crois pas. Alexis Poulain. Ça va mieux. Je me posais la question avant l'émission de savoir depuis quand on publie comme ça publiquement chaque mois les chiffres du chômage. Ça n'a tellement aucun sens que ça en est pas drôle parce qu'on parle évidemment de situations tragiques, de gens qui sont dans la précarité, qui s'enfoncent dans la précarité, alors qu'on est sur un problème structurel où le politique peut peu de choses en réalité. François Hollande le dit, c'est la croissance qui fait que les entreprises vont faire de l'emploi. Après, bien sûr, on a le CICE. Attendez, madame, laissez-moi finir. Des dividendes aux actionnaires, vous avez d'autres politiques que vous pouvez mener. Ça, bien sûr, il y a d'autres politiques qu'on peut mener, mais à un niveau national, on en fait peu parce que c'est la compétitivité qui est toujours le moteur de la guerre des nations aujourd'hui. Moi, je vois un des trucs qui m'a fasciné, c'est qu'aux États-Unis, le bureau de Barack Obama, avant son départ, le 21 décembre, a publié un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. On va parler de millions d'emplois qui vont disparaître par la mécanisation et le changement du travail, du monde du travail. Qu'on soit encore à discuter, parce que c'est Noël, des chiffres du chômage,
qui ont changé de C'est mois pas après parce que mois. c'est Noël, hein, c'est tous les mois et c'est C'est tous les mois, très c'est ce que je attendu. dis, hein. mais de dire on s'en réjouit, c'est la bonne nouvelle, ça fait 3 mois depuis 2008, c'est génial, il a inversé la courbe du chômage, il a fait Inception, quoi. On a le plafond Non, en bas. Non, mais ça fait quand même, ça fait pas 5 du tout. Non, mais Franck Tapiro. ça fait vraiment miracle de Noël, sincèrement. Ouais, il y a un côté bonne nouvelle. On n'est ouais. pas quand même des gogos. Bien entendu, c'est une bonne nouvelle qui tombe bien, mais qui tombe bien pour qui? Qui tombe bien pour quelqu'un qui a malheureusement décidé de ne pas y aller. Alors que c'est un acte de communication avant tout. Mais ça tombe bien aussi pour les gens qui sont plus dans cette catégorie-là et qui ont retrouvé du Mais travail. pour cette catégorie, c'est très bien, il faut s'en féliciter. Maintenant, ce n'est pas l'inversion de la courbe du chômage. Puisqu'on voit bien que dans les autres catégories, d'abord, ça va de mal en pis. Et encore une fois, on parle de 0,3%, c'est déjà pas mal. Mais une inversion, c'est sur le long terme et ça concerne surtout toutes les catégories. Non, moi je vois un acte de com derrière. Un acte de com, peut-être d'un président qui, conscient d'être sorti par le haut, hein, on voit sa cote de popularité qui augmente, mais il se bruisse autour de lui, dans son entourage, qui regretterait peut-être même d'être sorti un peu tôt. Alors là, ça lui donne peut-être une opportunité, mais allons-y vraiment, puisqu'on est entre les jours de l'an, on fait aussi les prévisions pour 2017, et si c'était une façon pour François Hollande de revenir un peu dans la partie, si c'était une forme de pression qu'il mettait sur la primaire de la gauche, en disant, si la primaire de la gauche finalement ne mobilise pas, mais peut-être que je serai une fois de plus l'homme de la synthèse. Moi, je parie plutôt là-dessus. Mais là, vous lui prêtez une volonté derrière ces chiffres. Oui, je lui prête une volonté, mais bien sûr, quel intérêt sinon de sortir un chiffre pareil qui est contestable en 3 secondes avec d'autres chiffres. Donc je pense que derrière, c'est toujours faire parler sa petite musique, dire qu'il est toujours là, toujours à la tête de l'État, et on ne sait jamais s'il y a une possibilité, même une petite lucarne ou un trou de souris, on aura peut-être une grande surprise fin janvier ou début février. Il préparerait son retour ou bien voilà son bilan à la postérité en quelque sorte, Alexis Poulain? Moi, je vois plus effectivement un côté bilan. Voilà, je vous ai dit, ça a été les 5 ans que ça a été. La primaire de la gauche, on verra ce que ça donnera, mais je vois pas comment il pourrait revenir en disant, il va pas être dans une logique d'homme providentiel, je pense pas. On a vu pire en politique. On va voir, on verra dans 2 minutes si ces chiffres peuvent notamment peser sur la primaire de la gauche qui s'annonce et dont la campagne, on le sait, va être extrêmement courte. Avant cela, l'info 20h10 avec Yasmina Adila. Cette évolution confirme que le recul du chômage s'inscrit dans la durée. Déclaration ce soir de Bernard Cazeneuve. Le Premier ministre réagit aux chiffres du chômage. Ils sont en baisse entre octobre et novembre pour les demandeurs d'emploi de catégorie A. Une diminution de 0,9%. Le chômage en baisse donc le mois dernier. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin est passé par la France. Les enquêteurs l'ont confirmé tout à l'heure. Il a été identifié sur des images de vidéosurveillance de la gare de Lyon-Pardieu. Il a donc rejoint l'Italie en passant par la France. Ce Tunisien est soupçonné d'avoir foncé dans la foule d'un marché de Noël avec un camion. Un attentat revendiqué par Daesh et qui a fait 12 morts. L'enquête se poursuit après le triple meurtre dans la Drôme. L'homme arrêté en gare d'Avignon serait sorti d'un hôpital la veille du drame. Une information confirmée par le parquet de Valence. Le suspect est soupçonné d'avoir tué la nuit dernière une dame de 80 ans et un couple de personnes âgées. Il aurait choisi ses victimes par hasard. L'homme est actuellement en garde à vue dans le Vaucluse. Plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Il faut faire la démarche si vous avez déménagé ou si vous venez d'avoir 18 ans. En tout cas, si vous souhaitez voter à la présidentielle et aux législatives du printemps prochain. À Paris, les nouveaux inscrits sont très nombreux, 1 300 000 uniquement pour la capitale. Ça n'était pas arrivé depuis les années 70 selon la maire de Paris. France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info avec ce soir Franck Tapiro, publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit, Alexis Poulain du site d'info Le Monde Moderne.media, Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche conseillère de Paris, Rachel Binas de Valeurs Actuelles. La nouvelle baisse du chômage au mois de novembre, moins 0,9% pour la catégorie A et ses conséquences politiques. Est-ce que vous savez qui a été quasiment le premier à réagir sur Twitter à cette baisse du chômage ? L'ancien Premier ministre Manuel Valls, évidemment, qui est en campagne depuis janvier 2016, nous dit Manuel Valls. Il y a 133 500 demandeurs d'emploi en moins. Le chômage baisse durablement dans notre pays. Continuons, point d'exclamation. Continuons le combat avec moi, par exemple. C'est ça qu'on lit, Rachel Binas, en creux. Est-ce que ça peut peser dans le débat à venir entre Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon dans cette primaire de la gauche? Mais qui veut-on duper avec ces chiffres? Qui pense-t-on duper? Les Français le voient très bien quand même au quotidien. Ils voient les écarts qui se creusent entre ce qu'on appelle les insiders qui ont un emploi stable, ceux qui sont protégés, et ceux qui luttent tous les jours avec au mieux des emplois précaires. Donc, statistiques, on leur fait dire vraiment ce qu'on veut.
Je pense à une citation d'un ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Benjamin Disraeli, qui disait « Il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge ordinaire, le parjure et les statistiques. » Voilà. Tout est dit. Les Français voient autour d'eux que ça ne prend pas, que la croissance ne fonctionne pas. Quand on nous dit les résultats sont là, je reprends les propos donc de la ministre du Travail, ça ne prend pas. Il y a des radiés, il y a ceux qui partent en formation. C'est une embellie en fait qui a priori ne satisfait que le gouvernement. Alexis Poulain. Justement, moi, ce qui me fait peur dans cette autosatisfaction de dire il y a de l'emploi, il y a de la croissance, c'est qu'on remet en fait same player, play again, une petite pièce sur un système qui est éteint depuis longtemps, le système où on va vendre du plein emploi, on va vendre de la croissance, on va avoir des programmes de candidats à la présidentielle qui vont demander de flexibiliser le marché du travail pour faire des métiers sous-payés, pour avoir, comme en Allemagne, des métiers qui vont être réservés aux réfugiés, par exemple, alors que c'est pas ça la solution. Je pense qu'il va falloir faire plus de social par rapport à l'impact que vont avoir les intelligences artificielles sur le monde du travail, mais commencer dès maintenant à voir le débat sur le revenu universel, il est important. Je ne le vois pas porté aujourd'hui dans la campagne. Pour revenir à vos analyses conjointes, ça veut dire qu'il faut casser ces indicateurs de Pôle emploi, de l'INSEE, ça veut rien dire. Prend pour ce qu'ils sont. Parce que j'ai l'impression qu'on se méfie aussi de ces indicateurs aujourd'hui. Ils ne sont plus valables. Ils ne sont plus valables. Je pense que c'est les indicateurs d'un monde d'hier. Quand on parle d'innovation, quand on parle de mutation technologique ou d'intelligence artificielle, c'est pas dans 10 ans. On y est déjà depuis longtemps. Sauf qu'on y était, on appelait ça innovation il y a quelques années, on montrait quelques exemples d'innovation. Aujourd'hui, ça va être structurant pour notre société. Et le problème, c'est qu'on continue avec des institutions qui malheureusement ne prennent pas ça à la bonne hauteur. Donc je pense qu'il y a un décalage entre la réalité de ce qui se passe dans notre société et les indicateurs ou ceux qui commentent ce qui est en train de se passer. C'est ça finalement la diffraction qui est en train de se passer. Daniel Simonet. Non mais il faut arrêter de manipuler les chiffres. Bien sûr. Et de duper tout le monde. Parce que lorsque le gouvernement se félicite de la baisse du nombre de chômeurs catégorie A, on voit bien que la situation s'aggrave sur les autres catégories et que donc il faudrait voir la globalité. Il faudrait évidemment pouvoir avoir des indicateurs de développement humain qui prennent en compte à la fois la question du chômage, mais aussi la question sociale. Comment vivent les gens? Est-ce que les gens vivent de manière plus heureuse, avec plus d'accès aux droits, ou est-ce qu'il y a une dégradation des conditions de vie? Or, on assiste à une terrible dégradation des conditions de vie. Pourquoi? Parce qu'on mène toujours ces politiques de l'offre qui sont dictées aussi par les politiques d'austérité imposées par Bruxelles et qu'on a une situation qui se dégrade alors qu'avec une politique de réduction du temps de travail qui permettrait de recréer de l'emploi, une politique en faveur des investissements, avec aussi une réflexion sur le protectionnisme solidaire, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, on pourrait enfin sortir de ce paradigme libéral. On reparlera. Non. Mais parce que la réduction du temps de travail n'a jamais créé d'emploi. On va pas faire le débat. S'il vous plaît, Daniel Simonet, on ne fera pas le débat sur le débat économique de la prochaine présidentielle. Maintenant, on aura l'occasion. Oui, mais c'est quand même la situation catastrophique sur le chômage. On aura l'occasion d'en reparler. Des deux gouvernements précédents. Entendu, on va parler de l'actualité. On va parler de l'actualité internationale maintenant avec l'un des derniers gestes diplomatiques de Barack Obama en tant que président des États-Unis, un geste qui fait réagir toujours aujourd'hui en Israël. Les Américains ont choisi vendredi de ne pas s'opposer au vote par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2334 qui demande à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. C'est une première depuis 1980 qui a donc été rendue possible par cette abstention américaine et par le vote de 14 États sur 15. On sait que cette résolution ne sera pas appliquée, mais elle est là. Est-ce que c'est le dernier épisode de la relation houleuse entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ou bien est-ce que ça va au-delà de cette simple fâcherie entre Américains et Israéliens? En fait, je pense que c'est déjà le dernier acte, on va dire, d'Obama d'un point de vue international, mais c'est surtout adressé d'abord à Trump. N'oublions pas quand même ce que Trump a dit. Trump annonce dans toute sa campagne, d'abord, qu'il va enfin rétablir des relations normales avec Israël, sachant qu'Obama, quand même, pendant ces deux mandats, a été le candidat, on va dire, j'ai dit candidat, ça c'est un vrai lapsus, le président qui a eu les relations les plus froides avec l'État d'Israël. Il a dit aussi même s'il a continué de signer des accords d'ennemis militaires. C'est ce qui s'appelle la politique. Voilà. Ce qui s'appelle la politique, mais d'un point de vue frontal, il a été qu'une fois en Israël en 2013, si ma mémoire est bonne, vous imaginez, c'est quand même très peu pour un président américain. Deuxièmement, c'est pour ça d'ailleurs que Trump a réagi pendant sa campagne
parmi les nombres de propositions, il a annoncé qu'il ferait déplacer l'ambassade à Jérusalem. Voilà pourquoi il y a ce double contact encore une fois, entre Obama et la fin de son mandat et Trump. Mais d'un autre côté, moi, ce que je vois de plus dommageable dans cette histoire, c'est de fragiliser ou de tenter d'isoler Israël, alors que justement, la paix ne peut venir qu'à l'envers. C'est pas en fragilisant Israël qu'on va être pour la paix, même une paix à deux États. C'est complètement absurde. Et l'ONU, encore une fois, comme l'UNESCO, avec sa décision il y a quelque temps de dénommer l'esplanade des mosquées qui s'appelait avant l'esplanade du Temple, en expliquant que ça n'a jamais été une présence israélienne, etc., ou juive sur le terrain, est une absurdité totale. Donc il faut que les absurdités cessent pour laisser passer, j'espère, un autre message qui est celui de la paix. Mais là, pour l'instant, on n'y va pas du tout. Rachel Binas, on va au-delà de la brouille entre Netanyahou et Obama avec ce qui est en train de se passer. C'est pas un coup de sabot infligé à Trump. C'est dans la continuité, tout simplement, de la politique menée par Barack Obama à l'égard d'Israël. On se souvient donc du discours du Caire où on avait une première main tendue aux pays arabes, avec, soit dit en passant, aussi une petite leçon de laïcité donnée à la France. Après les années Bush, Barack Obama a voulu opérer un virage, en quelque sorte, qui n'a pas du tout fonctionné. Il n'y a eu aucune initiative du côté arabe. Donc on l'a dit, ça fait écho à la résolution de l'UNESCO en octobre dernier, je crois, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de lien entre le peuple juif et le monde du Temple, jugé grotesque par la plupart des historiens sérieux. Les implantations, de toute façon, à Jérusalem rendent quelque peu caduque l'idée d'une solution à deux États. D'ailleurs, aujourd'hui, cette proposition est... C'est pas ce que dit Benjamin Netanyahou. Il dit pas officiellement on arrête avec... Tout à fait, la position officielle d'Israël. Avec ce genre de résolution, on ne fait que renforcer les uns et les autres dans leur propre camp. Et Benjamin Netanyahou, de toute façon, ça lui fait ni chaud ni froid. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a pas d'utilité. On va poursuivre ce débat. C'est même néfaste. Poursuivre cette discussion dans 2 minutes, juste après l'info à 20h20 avec Yasmina Adila. On vient de l'apprendre, l'état de santé du suspect en garde à vue dans le Vaucluse serait incompatible avec une garde à vue. Son hospitalisation serait même envisagée. L'homme arrêté en garde à Avignon est soupçonné d'avoir tué la nuit dernière une dame de 80 ans et un couple de personnes âgées. Il aurait choisi ses victimes au hasard. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin est passé par la France. Les enquêteurs l'ont identifié sur des images de vidéosurveillance à la gare de Lyon-Pardieu. L'homme a rejoint l'Italie en train. Il a été tué à Milan par des policiers lors d'un contrôle d'identité. 12 personnes sont mortes dans cet attentat de Berlin. C'était une journée de deuil national en Russie. Le pays a rendu hommage aux 92 victimes du crash d'un avion, un appareil militaire russe disparu au large de Sotchi. La piste terroriste est écartée. Le ministre russe des Transports évoque plutôt une erreur humaine ou une défaillance technique. Le Premier ministre du Japon est arrivé à Pearl Harbor. Il rencontrera prochainement Barack Obama. Les deux dirigeants doivent commémorer le 75e anniversaire de la bataille de Pearl Harbor, offensive japonaise qui avait déclenché l'entrée en guerre des États-Unis. Le Premier ministre japonais ne devrait pas s'excuser pour cette attaque qui date de 1941. Le dernier au revoir des fans de George Michael. Il dépose des fleurs, des messages, des bougies devant le domicile de l'artiste à Londres. Le chanteur britannique est mort hier à l'âge de 53 ans. La star de la pop des années 80 a été retrouvée chez lui. Les causes de sa mort ne sont toujours pas connues. France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info avec Rachel Binas de Valeurs Actuelles, Franck Tapiro, publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit, Alexis Poulain du site lemondemoderne.media et Danielle Simonet, porte-parole du parti de gauche, conseillère de Paris. La condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité de l'ONU sur les colonisations, c'était vendredi, mais cette condamnation continue de faire réagir aujourd'hui. Rachel Binas et Franck Tapiro nous disaient ça n'a pas d'utilité, cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord, Danielle Simonet ? Non, je pense que c'est une décision, c'est une résolution extrêmement importante. Moi, je suis très attachée au droit international. Par contre, évidemment, on voit que M. Benjamin Netanyahou n'entend absolument pas respecter cette résolution. Donc maintenant, la question... Il n'y a pas de sanctions prévues non plus. Exactement. La question, c'est quelle initiative, par exemple, va prendre la France ? François Hollande devrait à la fois reconnaître l'État de Palestine et prendre des initiatives. Il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de nation. Il y a une conférence sur la paix à Paris le 15 janvier. Il y a un respect à avoir des frontières. S'il vous plaît, on écoute Danielle Simonet. Et la colonisation doit cesser. Ce droit international doit être respecté et ça me semble extrêmement important. Voilà. Après, évidemment que la provocation
des déclarations de M. Trump sont inquiétantes. Voilà, mais comme sur bien d'autres sujets. On abordera tout à l'heure sur la Chine. C'est extrêmement dommageable et c'est à l'image des 2 mandats d'Obama sur ce problème qui a été d'une lâcheté sans borne. Et faire ça en partant, c'est vraiment un coup pourri, comme ça a été dit par Netanyahou, c'est un coup bas. Ça fait preuve d'un manque de courage politique énorme parce qu'on aurait pu faire la paix il y a 4 ans, il y a 5 ans. Obama n'a pas saisi cette solution-là. On a vu ce qu'il a laissé faire aussi en Syrie. Il n'a pas les épaules un peu larges, Barack Obama alors Non, il n'a pas les épaules un peu larges. Non, vous savez, les États-Unis, c'est quand même la première puissance militaire mondiale. Dans la région, il y a une histoire d'intervention des États-Unis qu'il a complètement laissé de côté. Il a vraiment démissionné de ce rôle-là. On ne lui demande pas de le faire forcément, c'est son droit. Mais faire ça en partant, c'est d'une lâcheté. Alors, je comprends que c'est à des fins de politique intérieure pour emmerder Trump qui arrive. Mais on joue avec des gens que la colonisation doit cesser. Oui, c'est un fait. Netanyahou aussi a poussé le bouchon un peu loin. Bien sûr qu'elle continue. Et Netanyahou a provoqué. Quand on provoque une réaction. La réaction est tombée. Mais que ce soit venu comme ça à l'ONU par Obama comme un signe de départ, enfin non, franchement. Bon, là, on a vu l'abstention des Américains lors de ce vote. Mais il y a quand même 14 pays sur 15 qui ont voté. Cette résolution. Oui, la Chine, par exemple. Ça dit quoi de la relation entre Israël et la communauté internationale, Rachel Binas? Il n'y a pas que la Chine. Je suis désolée de le dire, il y a une obsession de la question israélienne qui est juste incroyable. Qui est incroyable aujourd'hui. Il faut savoir que la question, c'est pas c'est le fond tout simplement. La question, on va pas refaire, mais oui, on connaît votre obsession quand même votre obsession de la question d'Israël. Avec la résolution, on l'a vu avec Paris, le droit international. Votre obsession de la question israélienne est une espèce de constance qui appelle à l'admiration. Au droit international, ah oui, et en Syrie alors, sa géométrie variable. C'est toujours à géométrie variable. Je dénonce les bombardements d'où qu'ils viennent. Cette résolution. Quand ça part de Gaza, ça arrive à Tel Aviv, vous non, voilà, ça géométrie variable. Les dizaines de milliers de roquettes, excusez-moi, les dizaines de milliers de roquettes qui depuis 10 ans pleuvent sur Tel Aviv et sur d'autres villes partant de Gaza, parce qu'une fois vous les avez dénoncés, montrez-le-moi, parce que là je suis désolé, mais je n'ai jamais vu le parti de gauche, ni M. Mélenchon, ni vous-même dénoncer ça. Ça fait 10 à 15 ans. Et je peux vous dire, c'est franco-israélien, qu'on se prend des missiles sans arrêt, sans arrêt d'abord de Gaza. Donc la colonisation est légitime. Non, je vous pose une question. On laisse répondre Daniel Simonet, s'il vous plaît. On laisse répondre Daniel Simonet. S'il vous plaît, tout le monde parle en même temps. On n'entend personne, et donc il n'y a pas d'intérêt. Donc on écoute la réponse de Daniel Simonet. Vous lui avez posé une question, Franck Tapiro. Alors moi je vous dis, je trouve totalement inadmissible, d'accord, inadmissible qu'on soit tout de suite attaqué quand on critique la politique qui est menée par un gouvernement de droite allié à l'extrême droite, qui méprise et piétine le droit international. Donc oui, je suis attachée à cette résolution de l'ONU et je trouve très important que cette résolution de l'ONU réaffirme que les frontières de 67 doivent être respectées, et il est inadmissible que M. Benjamin Netanyahou revendique qu'il ne respectera pas cette résolution de l'ONU. Et donc je trouve important de mener cette bataille-là. Et je pense que la France s'honorerait à exiger que cette résolution de l'ONU, au nom du droit international, soit respectée. Mais sur ça, je suis d'accord. Je vous parle uniquement de bombardement. C'est drôle. Quand les fusées partent de Gaza et pleuvent, Gaza qui a été libéré par qui, au passage? Ariel Sharon, qui a décidé justement de se retirer unilatéralement de Gaza. Donc vous voyez bien que les solutions peuvent s'inverser. On prend derrière Sharon comme un faucon. C'est lui qui a libéré Gaza. Un dernier mot sur la position de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça ne renvoie pas un peu à son ambiguïté? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette quête de 2 États. Ça reste le discours officiel israélien. Mais les colonisations se poursuivent en même temps. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? La question de 2 États, en réalité, je suis désolée de vous l'annoncer, mais elle ne fait plus débat dans le pays. Aujourd'hui, le camp de la paix qui prônait justement ça est orphelin. Aujourd'hui, on va plutôt parler, par exemple, on va s'interroger sur une possibilité d'État fédéré, donc une fédération, un État binational. Mais la question aujourd'hui de 2 États n'est plus d'actualité. En France, peut-être, on s'excite avec ça, pas en Israël. Puis la paix, c'est comme la guerre, il faut être Franck Tapiro. Il faut être 2 pour faire la paix, comme pour faire la guerre. Vous pouvez me citer aujourd'hui des intervenants sérieux, palestiniens, pro-paix. Vous pouvez me citer les dates, parce que moi je ne les ai pas vues, où il y a des manifestations pour la paix dans les États de Palestine, que ce soit Gaza ou la Cisjordanie. Vous pouvez me donner, vous, le nom d'associations pro-paix
palestiniennes, non. On sait de quel côté elles sont donc fragilisées. Israël s'est fragilisé l'opportunité de faire la paix. Vous justifiez la politique de ce gouvernement. C'était votre dernier mot, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est terminé, On se retrouve dans 5 minutes pour un débat aussi passionné, un tout petit peu plus clair. Ce seront les informés de France Info. On parlera de Thomas Coville notamment et on ramènera un peu de calme peut-être sur ce plateau. À tout de suite. Bonsoir à tous. C'est un temps plus sec, mais aussi plus froid pour demain avec ces conditions anticycloniques. Un puissant anticyclone qui s'installe donc sur le pays à partir de demain. Alors on retrouve les traces de la perturbation du jour ici du Massif central jusqu'à la Franche-Comté avec des petites pluies éparses. Et puis sur le nord, vous voyez effectivement la présence déjà de l'anticyclone qui s'installe et durablement pour quelques jours. Alors pour demain matin, on retrouve effectivement ces conditions anticycloniques avec pas mal de brumes et brouillards, des brouillards givrants même de la Lorraine jusqu'au Massif central. Et en cours de journée, en cours d'après-midi, le ciel qui s'éclaircit. Attention quand même aux chaussées glissantes pour demain matin. Alors le ciel s'éclaircit évidemment sur le moment les 2/3 du pays. On aura quelques brouillards résistants notamment sur la Lorraine et puis des nuages bas sur le Pays Basque avec un petit mistral également sur le pourtour méditerranéen. Mais le ciel sera très lumineux. Alors côté température, regardez effectivement le retour des gelées. -4 pour Reims, on aura -1 à Metz et Nancy, 1 degré à Paris, 2 à Brest, 6 à Marseille et 8 pour Biarritz. Pour les maximales, elles sont en baisse partout sauf sur le pourtour méditerranéen, 15 pour Marseille, 17 à Perpignan, 18 sur l'île de Beauté et 8 degrés pour Paris et Lille. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail. Mercredi, on a toujours ces conditions anticycloniques avec quelques nuages bas qui traînent ici et là, notamment des Hauts-de-France jusqu'au Val-de-Saône, des températures de 7 à 12 degrés, un ciel très lumineux sur la façade atlantique, également sur le pourtour méditerranéen avec Mistral et Tramontane à 50 km/h. Pour jeudi, eh bien, des nuages un peu plus nombreux. On le découvre, ceux des Hauts-de-France jusqu'à la région lyonnaise, quelques petites entrées maritimes sur le golfe du Lion, également sur la pointe Bretagne. Alors pour vendredi, eh bien là on aura effectivement ces nuages qui vont apparaître ici près des côtes de la Manche, un ciel beaucoup plus nuageux également sur le pourtour méditerranéen, même si on garde un ciel assez lumineux, des températures de 6 à 10 degrés. Je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir à tous. Le chômage recule encore en France. 3e mois consécutif de baisse. 31 800 demandeurs d'emploi de moins en novembre. La baisse se confirme mais rien n'est joué, a réagi François Hollande. Il y a eu 240 000 créations nettes d'emplois depuis 1 an et demi, affirme ce soir le chef de l'État. 49 jours, 3 heures et 7 minutes. Jamais un navigateur n'était allé aussi vite pour faire le tour du monde à la voile en solitaire. Thomas Coville a été accueilli en héros ce matin à Brest après avoir pulvérisé de plus de 8 jours le précédent record. Gilles Raoult. Moins de 50 jours pour faire le tour de la planète, alors que ce soit avec les gerbes d'eau de l'abbaye Bourbon en mer ou à terre depuis la jetée, ce sont tous les Brestois qui sont venus tôt ce matin saluer le marin le plus rapide autour du monde. Il y a encore 12 heures, j'étais tout seul et puis là, d'un seul coup, il y a tous les gens qui sont dans cette histoire depuis des années. Il y a des amitiés, des frangins, ma sœur, et tout ça, ça remonte d'un seul coup en remontant le goulet de Brest avec la silhouette de l'abbaye Bourbon. La flottille venue l'accueillir ce matin à l'entrée du goulet remonte maintenant doucement vers les pontons, bord à bord avec son nouveau héros. C'est extraordinaire. Moi, je suis ravi. Ça se voit, je ne fais pas la gueule. D'habitude, je ne suis pas agréable pour eux, puis j'aime pas trop. Enfin, je suis gentil avec vous, je vous parle bien. Merci. Le marin a réussi son pari fou en pulvérisant le record du tour du monde à la voile. 49 jours, 3 heures, 7 minutes, 38 secondes. De quoi se tenir la tête. Surtout quand on sait qu'il lui aura fallu 5 tentatives, dont 2 avortées et 2 manquées, pour que le skipper réalise enfin l'exploit de sa vie. Dans l'actualité également, ce triple meurtre dans 2 villages de la Drôme. Un homme de 23 ans est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche 3 personnes âgées. Ça s'est passé la nuit dernière. Il a été arrêté ce matin à Avignon. Il aurait également agressé et blessé plusieurs autres personnes. Il est actuellement en garde à vue.
2016 est décidément une année noire pour la musique. Après David Bowie, après Prince, une autre icône disparaît. George Michael est mort à l'âge de 53 ans. Il est décédé à son domicile à Londres. Une voix reconnaissable entre toutes et quelques tubes inoubliables qui ont marqué les années 80. Elton John, Madonna ou encore Bryan Adams lui ont rendu hommage ces dernières heures. Voilà, prochain point actu dans une demi-heure. À tout à l'heure. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info, vous êtes avec nous à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr avec Danielle Simonet, porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris, Alexis Poulain, cofondateur du site d'info Le Monde Moderne.media, Franck Tapiro, publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit et Rachel Binas de Valeurs Actuelles. Avant de parler de ces Français qui refusent obstinément de voter et de l'exploit autour du monde de Thomas Coville, le dernier épisode d'un feuilleton qui va sans doute nous occuper pendant des mois, voire des années, la bataille entre les deux premières économies de la planète, la Chine et les États-Unis. Deux accrochages encore ces derniers jours. D'abord, ces exercices militaires chinois dans le Pacifique et dans la très sensible mer de Chine. Et puis, la nomination annoncée par Donald Trump d'un économiste très hostile à Pékin. Il s'appelle Peter Navarro et il va diriger le Conseil du commerce national qui sera mis en place à partir du 20 janvier lorsque Donald Trump aura pris ses fonctions. On a l'impression que tous les prétextes sont bons, qu'il y a une réelle envie d'en découdre entre l'actuelle administration chinoise et puis la future administration américaine. Alexis Poulain. Il y a des deux côtés, de toute façon, une poussée nationaliste aux extrêmes qui va être facile du côté de Xi Jinping en Chine pour fédérer un peu les Chinois parce que l'économie ralentit. Ouais. Et du côté de Trump, c'est facile d'avoir des postures sur Twitter en disant voilà, moi je vais rétablir la balance commerciale, etc. Il faut voir qu'aujourd'hui, un des conseillers de Trump est Steve Bannon, un des fondateurs du site Breitbart, qui pense qu'une prochaine guerre va arriver, enfin qui a une pensée apocalyptique. Donc il faut prendre ça très au sérieux. 60% de la marine américaine est basée dans le Pacifique, le Japon s'arme, la Chine s'arme, mais on est encore loin, je pense, d'un affrontement chaud parce que les Chinois ne sont pas au niveau des Américains en termes d'armement. Donc ça va au-delà de la posture, si je vous comprends bien, parce que c'est vous qui avez employé le mot Franck Tapiro. Non, mais il y a aussi l'affaire de Taïwan. C'est que la Chine, grand pays démocrate, comme chacun le sait, impose un comportement. Et donc, personne ne doit appeler en direct Taïwan. Vous savez très bien que Trump a outrepassé cette Parce ordre. que Donald Trump a pris au téléphone la présidente de il a osé prendre au téléphone. C'est une grave entorse diplomatique. Très grave. Et donc, pour Taïwan, que la Chine considère toujours comme faisant partie de sa province, une de ses provinces, il a bravé, il a osé répondre. Donc, en fait, ces manœuvres... Même si les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan. Oui, ils ne reconnaissent pas Taïwan, mais en fait, tout ça, c'est encore une fois de la manœuvre politique. Mais on a rarement vu, je voulais extrapoler un petit peu, un président élu, mais il est élu, bien entendu, mais il sera... on air, comme on dit à la Maison-Blanche en janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. On a rarement vu un teasing pareil. Comme on dit teaser en anglais, c'est vraiment titiller un petit peu. On a rarement vu un président être déjà en place. On a l'impression même qu'il est déjà à la Maison-Blanche. C'est unique de voir à quel point il a quand même réussi à marquer son imprimatur avant d'être à la Maison-Blanche. C'est rare. Danielle Simonet. Non, mais l'agressivité anti-chinoise de Donald Trump est extrêmement inquiétante parce que le fait de vouloir remettre en cause l'unicité de la Chine revendiquée, quoi qu'on en pense, est une volonté géostratégique très agressive et offensive de la part de Donald Trump. Par ailleurs, c'est aussi une hypocrisie totale, parce que depuis 40 ans, c'est quand même sur le terrain économique que la plupart des milliardaires qui se retrouvent dans le camp de Trump ont pu délocaliser, à un moment donné, exploiter certaines relations commerciales avec la Chine. Maintenant, ils investissent beaucoup plus dans les marchés financiers. Et donc, on est sur une autre volonté. Et si, à un moment donné, leur volonté se déporte d'un point de vue géostratégique, jusqu'où cet emballement peut avoir lieu. Parce que n'oublions pas que si la Chine investit plus dans son armement, la masse investie par les Américains dans l'armement est bien plus gigantesque. Et il y a un déséquilibre militaire entre les deux. Oui, mais la présence militaire des Américains dans toute la zone Asie est également extrêmement forte. Donc c'est très inquiétant de les voir dans cet emballement. Rachel Binas. Je suis moins alarmiste. Je pense que Trump joue au provocateur. C'est du bluff. Essaie de tester un petit peu, regarde comment le taureau chinois réagit. Les deux pays ont besoin
besoin de l'un et de l'autre pour des raisons économiques. Alors certes, en effet, on l'a dit, il y a quelques semaines, Trump passait un coup de fil à la présidente taïwanaise. Il y a quelques jours, il expliquait, Donald Trump sur Twitter, il accusait la Chine de dévaluer sa monnaie pour faire concurrence aux entreprises américaines. Mais la Chine et les États-Unis ont besoin l'un de l'autre. Pour des questions économiques, il faut aussi savoir que la Chine détient une large partie de la dette américaine. 7% de la dette. Exactement. Donc je pense que ces deux pays le savent, ils ont tout intérêt à s'entendre et je parie plutôt sur une normalisation. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est quoi l'idée de Trump au final ? C'est le style Trump. Maintenant qu'il a été élu, Trump, il teste, il voit un petit peu où sont les limites. Il cherche les limites de l'autre, tout simplement. Il vaut mieux le faire avant d'ailleurs qu'on arrive au 20 janvier. Il teste, il tente des choses, là, on le voit. Il annonce, il réagit par rapport à Obama hier sur Jérusalem. Il tente avec les Chinois. Alors, attention, c'est un jeu très dangereux. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Mais chacun montre ses muscles. Et puis d'envoyer un porte-avions avec un essai d'une nouvel avion furtif chinois, c'est aussi une façon de montrer attention, on est là, nous aussi. Mais on sait très bien que tout ça va finir avec un deal, puisqu'on est dans l'époque du deal. Vous verrez que Trump, à partir du 20 janvier, va faire un deal avec les Chinois, c'est sûr. C'est aussi un moment où les accords commerciaux qu'il y avait eu entre les États-Unis et cette zone-là qui excluait uniquement la Chine, ne fonctionne pas très bien. Donc ça doit aussi nous interroger quel type de relations commerciales nous devons avoir avec la Chine. Et je pense qu'on devrait, au contraire, nous, la France, avoir une relation négociée qui permette de réfléchir à quel protectionnisme solidaire et écologique il faut avoir pour amener aussi un autre rapport au niveau des échanges internationaux, dans l'intérêt écologique et dans l'intérêt social. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux. Alors oui, c'est la culture du deal, du businessman Trump qui arrive sur la table, sauf que là, maintenant, il est chef des armées. Il est patron d'un énorme pays et il a face à lui un dirigeant chinois qui n'a jamais été aussi autocratique, qui est très peu contrôlé par le parti, ce qui n'était pas le cas avant, et qui joue aussi sur les élans nationaux pour tenir le pouvoir. Donc on est là dans une situation où tout le monde pourrait se servir et où ça pourrait escalader rapidement. Oui. Et on verra dans les prochains mois très rapidement, puisque le 20 janvier, Donald Trump sera en fonction, comment il agit en tant que président américain. Si vous hésitez, vous, à vous inscrire sur les listes électorales, on a peut-être des arguments pour vous convaincre. On va en débattre dans 2 minutes. Avant cela, 20h40, l'info Yasmina Adila. Le chômage en baisse le mois dernier, une diminution de 0,9% par rapport à octobre. Des chiffres qui concernent les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. 3e mois de baisse consécutif. Ça n'est plus arrivé depuis plus de 6 ans. François Hollande parle de satisfaction, même si rien n'est joué, selon le chef de l'État. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin est passé par la France. Les enquêteurs l'ont confirmé tout à l'heure. Il a été identifié sur des images de vidéosurveillance de la gare de Lyon-Pardieu, où il a pris un train pour rejoindre l'Italie. Ce Tunisien est soupçonné d'avoir foncé dans la foule d'un marché de Noël avec un camion. Un attentat revendiqué par Daesh et qui a fait 12 morts. L'auteur présumé du triple meurtre dans la Drôme devrait être hospitalisé. En tout cas, le parquet de Valence l'envisage. L'homme est actuellement en garde à vue dans le Vaucluse. Il a été arrêté en gare d'Avignon. On apprend également qu'il serait sorti d'un hôpital la veille du drame. Le suspect est soupçonné d'avoir tué la nuit dernière une dame de 80 ans et un couple de personnes âgées. Il aurait choisi ses victimes au hasard. La trêve des chauffeurs VTC prolongée. Les syndicats n'ont pas prévu de reprendre leur mouvement avant début janvier. En revanche, ils maintiennent leurs appels à boycotter l'application Uber. Les grévistes demandent à la plateforme de réservation de réduire ses marges sur le prix des courses. France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info avec Alexis Poulain du site lemondemoderne.media, Rachel Binas de Valeurs Actuelles, Franck Tapiro, publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit, et Danielle Simonet, porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris. Ce pourrait être une bonne résolution pour l'année 2017, vous inscrire sur les listes électorales. Le problème, c'est que les bonnes résolutions concernent le début de l'année 2017 et il sera trop tard si vous voulez participer à l'élection présidentielle et aux législatives. Il faut donc faire vite. Les campagnes de communication se succèdent et pourtant il y a toujours en France, si l'on en croit un rapport parlementaire qui date de fin 2014, 9,5 millions de Français qui sont mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils ont déménagé mais leur bureau de vote se trouve loin de chez eux, et 3 millions qui ne sont pas du tout inscrits sur les listes électorales. Ça fait 7% du corps électoral.
ces Français n'ont visiblement pas le sentiment que voter sert à quelque chose. Si vous deviez les convaincre, qu'est-ce que vous leur diriez, Daniel Simonet? Vous allez sans doute être dans cette situation dans les mois qui viennent. Eh bien, il faut voter pour qu'il dégage. Alors, qui doit dégager? Eh bien, tous ceux qui font justement une politique qui nous a désespérés. Donc, que ce soit les gouvernements Sarkozy ou les gouvernements Hollande, qui mènent une politique qui servent les actionnaires du CAC 40, eux, les actionnaires du CAC 40, ils vont tous aller voter comme un... Donc, il faut voter contre, c'est ça en fait l'argument. Il faut voter contre. Au moins s'inscrire sur les listes électorales pour avoir le droit de voter. Et donc oui, moi je ne vais pas simplement développer l'argument, même si personnellement j'y suis attachée, qu'il faut voter par esprit républicain pour participer à notre destin commun et que je souhaite bien sûr que Jean-Luc Mélenchon gagne cette présidentielle pour qu'il permette au peuple de redéfinir eh bien, la Constitution, qu'une constituante. On va pas faire tout le programme de Jean-Luc Mélenchon, je vous garantis. Au moins, puisqu'ils sont bien souvent, les mal inscrits et les non inscrits sont bien souvent dégoûtés et en ont ras-le-bol de la politique parce qu'ils ont le sentiment d'être mal ou pas représentés, d'avoir été trahis. Est-ce que cet argument du vote contre, ces gens-là il porte... dégagent, inscrivons-nous pour voter. Je vais essayer de positiver, mais on est assez d'accord. Sur le fond, on est français. Les gens adorent parler politique, penser politique. Nous sommes des êtres totalement politiques. Et pourtant, le droit de vote, c'est ce qui vous permet de l'ouvrir et de vraiment être entendu. Donc, qu'on vote pour, qu'on vote contre, moi je préfère le vote pour. Je trouve ça plus constructif. Mais on m'interdit d'expliquer plein de magnifiques arguments. Non, je trouve ça impossible quand on... Il y a une incohérence. Je n'interdis rien du tout. Il y a une incohérence quand on est français de l'ouvrir autant et de voter aussi peu. Donc moi, ce qui me débecte, je veux le dire avec les mots que j'ai au fond de moi, c'est de voir ces grandes gueules de Français qui... Alors là, pour faire le café du commerce de la politique, sont les premiers et les derniers à voter. Donc moi, ça m'effraie d'imaginer que les gens s'enquièrent pas un peu plus de leur état électoral. Donc on aurait moins le droit de manifester ou de critiquer publiquement. Je suis carrément pour le droit de vote quand on est pas obligatoire. Moi, je suis pour le vote obligatoire. Je suis pour le droit de vote obligatoire. On doit être obligé de voter avec une amende. Avec une amende. Je vais être très dur. Il va voter Mélenchon, c'est ce que propose Mélenchon. Il n'y a pas que Mélenchon qui a de bonnes idées, Dieu merci. Mais je pense sincèrement qu'il faudrait imposer le vote et avoir une amende très lourde, pas quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Et là, vous verrez peut-être que, malheureusement, on est en France, il faut parfois passer par une sanction pour faire de l'éducation. Mais si ça marche, faisons-le, parce qu'au bout du compte, un vote, c'est quand même une voix. Et on arrêtera d'avoir après les gens qui manifestent parce que Le Pen est au second tour comme en 2002. Pour éviter ça, il faut voter. Mais arrêtez avec ces leçons paternalistes. Mais c'est juste... Paternalisme. Exactement. Vous savez, c'est une espèce de refrain qui me fait penser un petit peu à ce qu'on dit aux enfants. Il faut manger, il faut finir ton assiette parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Donc souvent, voilà, cette espèce de refrain au nom des combats menés dans d'autres pays, il faut voter. Mais avant de demander aux Français d'aller voter, et même parfois, c'est ce que vous semblez dire, de leur imposer ça, est-ce qu'on ne peut pas se pencher un petit peu sur l'offre politique ? Moi, je comprends que les Français, moi, je leur demanderai pas, je vais pas exiger d'eux qu'ils aillent voter, qu'ils aillent s'inscrire. Eh ben non, s'ils veulent pas s'inscrire, eh ben je peux le comprendre et j'ai pas de leçon à donner. Je comprends que l'offre, je peux comprendre que l'offre, je peux 4 fois, 5 fois, je peux comprendre que l'offre politique aujourd'hui puissent les décevoir. Il faudrait d'abord que les partis s'interrogent justement sur les solutions qu'ils proposent, sur les programmes, et qu'ils se demandent un petit peu plus pourquoi l'abstention est aussi importante avant comme ça d'agiter l'alarme comme ça et de nous expliquer qu'il faut absolument aller voter. Mais interrogeons-nous un petit peu sur les programmes et sur la qualité. 50% des inscrits ne sont pas allés voter lors du premier tour des dernières élections régionales. C'est pas étonnant. Je suis d'accord avec ce principe que l'offre, elle n'est pas alléchante. On ne va pas aller voter pour des gens dont on n'a pas envie, et voter contre, c'est pas non plus une solution. Et si j'avais un conseil à donner, on peut voter blanc. On peut voter blanc. Il faut comptabiliser les votes blancs. Et autre chose, on oublie que voter, c'est élire, c'est parler du futur, c'est organiser le futur. Parce qu'on a des candidats qui sont dans le court terme, qui ne préparent pas le futur. Mais si on vote pas, on s'aliène le futur d'une certaine façon. Et deuxième argument, c'est gratuit. Et dernière chose, c'est la seule fois, contrairement aux primaires, c'est gratuit. Et c'est la seule fois où vous allez voir à quoi ça ressemble le peuple français. En allant dans une école, en faisant la queue et en voyant qui passe devant vous et qui est derrière vous. Et bien rien que ça, faut le faire. Et bien sûr, et puis vraiment encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord, j'espère, comptabiliser les votes blancs. Parce que moi je suis pour le vote constructif. Donc si on n'est pas d'accord avec, et vous avez raison, il y a un manque d'offres
en termes qualitatifs énormes. Mais aller voter blanc, c'est une façon de s'exprimer en disant, voilà, je veux voter, je vais voter, mais aujourd'hui, je ne me trouve pas représenté dans aucune des offres. Je vote blanc et je veux que ça soit comptabilisé. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc je trouve que c'est un déni total d'abord d'esprit républicain, même d'esprit constitutionnel. On devrait savoir le nombre de gens qui vont voter, se déplacent, sont inscrits, mais donnent un message. Mais on fait quoi? On met des sièges vides à l'Assemblée nationale, par exemple? On peut dire une info concrète. C'est un vrai message pour l'esprit critique. Soyons concrets. Ça veut dire que jusqu'au 31 décembre, celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient mal inscrits parce qu'ils ont déménagé ou alors ils ont eu 18 ans mais ils ne sont pas sûrs d'avoir été inscrits, parce que même si l'inscription est automatique, eh bien, il y a toujours environ plus de 12% qui passent entre les mailles du filet. Vous rendez dans votre mairie avec si vous le voulez, ne cédez pas à la culpabilisation non plus. Je donne les infos pratiques. Hein, donc, j'ai l'impression que vous avez envie de dissuader celles et ceux qui nous écoutent de sortir sur les listes électorales. La culpabilisation, je ne suis pas dans le registre de la culpabilisation, je suis dans le registre de la revendication. Vous voulez qu'ils dégagent, allez vous inscrire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que ça soit... Photocopie de votre pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois avec le formulaire d'inscription sur les listes électorales. Et le détail sur Internet, parce que vous pouvez simple. aussi le faire en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque derrière de déception? On se souvient qu'en 2007, notamment Ségolène Royal avait fait campagne, notamment dans les quartiers populaires, dans les banlieues. La déception, elle sera pire si vous avez envie. Elle avait eu un vote fort. Je peux terminer ma question, Daniel Simonet. Je peux terminer ma question. Il y avait eu un vote fort pour Ségolène Royal dans les quartiers, dans les banlieues, et derrière, Nicolas Sarkozy avait été élu. Bon, voilà, c'est le jeu démocratique. Ouais. Et on avait entendu des déceptions en disant, bah, voilà, on s'est inscrit sur les listes, on a voté, et ben, c'est pas notre candidat qui a été, c'est la démocratie, qui a été élu. Absolument. C'est le principe de la démocratie. Et vous savez, même quand votre camp a gagné, les Français sont déçus à 80%. Enfin, entre le candidat qui est élu et ce qui se passe au bout de 5 ans, tout le monde est, enfin, c'est la tristesse. Regardez François Hollande, qui a un bilan quand même à peu près honorable. Personne ne l'aime. Ah bon, j'ai dit vous nous l'apprenez. S'il vous plaît, non. Là, le thème, c'est pas dans le bilan de François Hollande. Ce que je veux dire, c'est que les Français ne seront jamais contents. Pas des choses comme c'était des vérités, c'est votre avis. Faites-le, votez, ne serait-ce que par curiosité. Faites-le, voilà. D'accord, mais encore une fois, la pire des choses, c'est le regret. Et les gens qui, le lendemain d'une élection, gueulent ou manifestent ou défilent alors qu'ils n'ont pas été votés, je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça. Quand on est français, maman, on va voter, on s'exprime. Voilà. Pour qui on veut, mais on va voter. Faites-vous votre avis. Vous avez jusqu'à jeudi, vendredi pour vous inscrire ou pas sur les listes électorales. On va parler de Thomas Coville et de son exploit autour du monde dans 2 minutes, juste après l'info 20h50. Yasmina Adila. Les chiffres du chômage continuent de baisser, moins 0,9% au mois de novembre par rapport à octobre, 3 mois de diminution consécutive pour les demandeurs d'emploi de catégorie A. Les personnes qui n'ont pas du tout travaillé pendant tout le mois, près de 3,5 millions de personnes sont actuellement à la recherche d'un emploi. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin est passé par la France. Les enquêteurs l'ont identifié sur des images de vidéosurveillance de la gare de Lyon-Pardieu. L'homme a rejoint l'Italie en train. Il a été tué à Milan par des policiers lors d'un contrôle d'identité. 12 personnes sont mortes dans cet attentat de Berlin. C'était une journée de deuil national en Russie. Le pays a rendu hommage aux 92 victimes du crash d'un avion. Un appareil militaire disparu au large de Sotchi. La piste terroriste est écartée. Le ministre russe des Transports évoque plutôt une erreur humaine ou une défaillance technique. Vous êtes peut-être chauffé actuellement avec du gaz russe. Le pays a couvert près du tiers de la consommation du continent européen en 2016. C'est une première selon l'entreprise russe Gazprom. Pourtant, les tensions subsistent entre l'Union européenne et la Russie. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux. La mort de George Michael attriste de nombreux internautes, mais aussi des artistes. Le chanteur britannique Elton John se dit profondément choqué. Il ajoute également qu'il a perdu un ami cher. George Michael est décédé à l'âge de 53 ans, retrouvé mort à son domicile de Londres. France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info avec Rachel Binas de Valeurs Actuelles, Daniel Simonet, porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris, Franck Tapiro, publicitaire, président de l'agence Hémisphère Droit, et Alexis Poulain du site d'info Le Monde Moderne.media. C'est le 49.3 de la voile, 49 jours et 3 heures pour boucler le tour du monde à la voile et en solitaire, sans passage en force. C'est l'exploit
de Thomas Coville, le skipper morbihanais qui a franchi la ligne d'arrivée hier soir au large d'Ouessant. Il a battu le record détenu par Francis Joyon avant de regagner le port de Brest ce matin devant une foule nombreuse et émue par la ténacité de ce marin. C'était sa 5e tentative contre ce record, 10 ans de sa vie pour cet exploit qu'il a raconté aujourd'hui donc sur le quai des records à Brest. C'est une joie qui est dense et qui est profonde, c'est presque lourd, c'est presque... C'est à la fois une joie qui me libère de beaucoup de choses. Et quand là je vous vois tous là, c'est... Ce que je veux qu'on garde, c'est pas les 49 jours. C'est le chemin qu'on a fait tous ensemble pour arriver à ces 49 jours. C'est d'avoir tenté, d'avoir osé, de ne pas avoir lâché. Et aujourd'hui, ça a marché. Voilà, c'est le chemin, presque la chair de poule. Moi, à chaque fois que je l'entends depuis hier, j'ai la chair de poule. C'est le chemin qui est important, nous dit Thomas Coville. 10 ans de sa vie, plus que véritablement le fait de battre ce record. Est-ce que ça va au-delà du sport pour vous, ce qui a été accompli? C'est un symbole. Il y a un claim qui me vient comme ça, c'est 4 naufrages et un couronnement. Il s'est planté 4 fois. 4 fois. Il n'a pas fait naufrage, hein. 2 fois il a terminé le tour du monde. C'était pour faire la petite parabole avec 4 mariages à l'enterrement au cas où. Je sais. Laissez-moi avec mon slogan quand même. 4 naufrages et un couronnement, je trouvais ça pas mal. C'était joli. Mais quand le slogan détourne la réalité. Non, mais un naufrage au sens moral, parce que c'est vrai que les 4 fois quand même il s'est planté, et à chaque fois, une fois quand il a percuté d'ailleurs, il le raconte très bien, un paquebot en pleine nuit. Donc ce gars, ce qui est extraordinaire, c'est que derrière il y a une symbolique, c'est que c'est en apprenant de ses échecs qu'on arrive à gagner. Et je trouve ça magnifique que après ces 4 échec incroyable, parce que vraiment personne ne pensait qu'il pourrait y arriver. Et bien il a persévéré, il a continué. Aujourd'hui, quand on le voit avec ses bouteilles de champagne, avec toutes ces personnes qui l'attendent et qui n'espéraient pas tant de lui, je trouve ça magnifique, c'est une leçon de vie. Et moi, je sais pas, je m'en sers pour mon entreprise, je m'en sers pour des jeunes, je m'en sers en sport. Voilà, c'est ça le mental. On peut s'en servir, Rachel Binas ? Oui, tout à fait. Et puis c'est une performance alors qui relève à la fois de l'exploit, mais aussi de l'héroïsme à ce stade. Ouais. Vous l'avez dit, 10 ans de travail, c'est énorme. C'est aussi possible parce que c'est des records à chaque fois qui sont battus. On se demande jusqu'où ça va aller, qui sont possibles aussi grâce aux prévisions météorologiques de plus en plus fines, grâce aux bateaux de plus en plus performants. Mais on peut aussi s'interroger sur ce qui fait qu'un homme consacre comme ça 10 ans de sa vie, presque une obsession à battre un record et à devenir, à rentrer dans l'histoire quelque part. C'est héroïque pour vous, c'est ça le héros du 21e siècle. Il fait le tour du monde en moins de 50 jours en bateau. Ce qui est très beau, c'est que c'est une quête de plusieurs années avec la leçon à la fin, il ne faut jamais lâcher ses rêves. Et je ne sais plus la phrase exacte qu'il a eue à ce propos, mais où vraiment il ne faut jamais abandonner ses rêves. Donc moi, ça me parle, ce côté, on ne lâche rien, on continue. Et puis derrière l'exploit d'un homme et de toute une équipe derrière, il y a aussi le symbole pour la France. On a au niveau de la voile des marins brillantissimes, mais on a aussi, vous l'avez dit, on a au niveau de la voile une technologie, une expérience, et on est au top. C'est la France qui gagne, si je vous comprends bien. Mais oui, c'est une France qui gagne au niveau de la voile, et c'est vrai que moi qui suis attachée sur les réflexions sur la question de l'économie de la mer, il y a aussi tout un travail à développer dans cette voie-là, et donc c'est un beau symbole pour nous encourager justement dans l'économie de la mer à plein d'autres prouesses. Alexis Poulain. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et j'ai un autre slogan pour Franck. Je pense que ça, c'est la victoire de l'échec. C'est qu'en fait, en France, alors on a un Français victorieux parce qu'il a échoué aussi longtemps. Et je pense qu'en France, il faut que cette culture de l'échec s'imprègne, parce qu'il y a une culture anglo-saxonne, on se plante, et c'est en se plantant qu'on apprend. Et c'est ça que ça dit. Et après qu'on se dépasse et qu'on arrive à quelque chose, c'est aussi un super modèle de dire, on veut quelque chose, on va tout faire pour l'avoir, et c'est pas parce qu'on se rate 4 fois que la 5e sera pas la bonne. Ça, en France, quelqu'un qui échoue, c'est un vainqueur en puissance, c'est pas un loser, quoi. C'est exactement ça. Et cette culture du beautiful loser, il faut qu'elle vienne en France, dans l'éducation, partout, que les gamins, on les encourage sur la voie de l'échec, parce que l'échec, c'est la victoire. Voilà, donc échouer si vous voulez réussir.
tirez-en aussi des leçons, parce qu'il a changé des choses. On ne va pas se planter tout le temps de la même façon. Déjà, c'est pas possible. Soit en sport, soit en politique, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est impossible. Quand vous vous levez, quand vous êtes un petit enfant, vous ne marchez pas tout de suite. Vous plantez 3, 4, 5, 10 fois, 20 fois, et après vous arrivez à marcher. C'est comme ça pour toute la vie. Accompagner les gens dans l'échec. Pour qu'ils réussissent. Merci à tous les 4 pour cette belle analyse brillante de l'exploit de Thomas Coville. Merci à Rachel Binas de Valeurs Actuelles. Franck Tapiro, merci à vous. Petit mot pour George Michael, pour sa mémoire, pour ses musiques qui nous ont accompagnés toute la journée aussi. Parce qu'il nous a accompagnés pendant toute notre enfance. En fait, sa première chanson, c'était Last Christmas, I Gave You My Heart. Donc c'est extraordinaire de voir que c'est son dernier Noël, il a donné son cœur. C'est un symbole épouvantable et à la fois magnifique, c'est symbolique, poétique. On s'en rappellera, il nous a vraiment marqué. Et on écoute ces chansons toute la soirée sur France Info avec plaisir. Alexis Poulain, cofondateur du site d'info lemondemoderne.media, et Daniel Simonet, porte-parole du parti de gauche, que vous pouvez aller applaudir en scène à l'Apollo Théâtre à Paris tous les dimanches à partir du 15 janvier à 16h30. Ça s'appelle, il faut absolument que je le dise, Uber, les salauds et mes ovaires. Voilà, vous pouvez aller applaudir Daniel Simonet. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à partir de 20h pour les informer.